Can't touch this. Nous allons mettre sur la table une question centrale, celle de l'Internet civilisé. Je ne dis même pas de l'Internet régulé. Je dis de l'Internet civilisé. Merci Nicolas. Donc, si l'Internet a besoin d'être civilisé, c'est qu'il ne l'est pas. Et donc, ceux qui le peuplent, les internautes, nous, vous, serions des barbares. C'est noté. 4 ans plus tôt, c'est la République populaire de Chine, l'un des 10 pays ennemis de l'Internet, qui voulait le civiliser. Bel héritage. Donc, quoi de mieux qu'une conférence mondiale pour permettre de civiliser ce fichu Internet? La veille du G8, je réunirai avec l'accord de mes collègues, et notamment du président Obama, les grands intervenants de la société virtuelle dans chacun des pays du G8. Ah, l'IG8, Paris, capitale de l'Internet. Ses tentes blanches, son jardin des Tuileries, ses invités poids lourds, Facebook, Google, les décideurs du web. Et au milieu de ces illustres causeurs, un internaute, un barbare, un peu perdu. Gosh, I am. First of all, may I say I'm grateful to be here. A little surprised, given the other members of the panel, because I don't think I'm from the same planet, actually. En gros, il disait, bon écoutez, ça a été plutôt sympa pendant un temps, mais maintenant il faut que tout le monde grandisse. Et que les États-nations reprennent le pouvoir et récupèrent tout ça. Parce que c'est devenu trop important pour qu'on vous laisse ça à vous les gens. Ce qui était d'une arrogance sans nom. Et puis, un second qui demande au président Sarkozy de prêter un étrange serment. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Jeff Jarvis from the City University of New York. A U.S. Official calls the Internet an eighth continent. It's a new land. And so as you go to the G8, I have one small request. I would ask a government to take a Hippocratic oath for the Internet. And that is first, do no harm. Ne pas vous nuire. Mais bien sûr. Pourquoi voudriez-vous qu'on vous nuise? Vous êtes un potentiel de croissance, de connaissance extraordinaire. J'aime votre expression, le 8e continent. Je l'imaginais déjà plantant le drapeau de la France dans ce nouveau continent de l'Internet. Mais si n'importe quel gouvernement peut proclamer sa souveraineté sur l'Internet, alors ce n'est plus du tout l'Internet. Je résume. IG8, grand ponte, net économie, contrôle, droit d'auteur. Les thèmes sont clairs, simples, efficaces et civilisés. Ah. C'est quoi ce bruit? Le printemps arabe? Des dissidents qui protestent et le font savoir au monde en utilisant Internet. Ça aurait pu être un thème intéressant pour cet IG8. Mais bon, la liberté d'expression, c'est moins sympa que les dirigeants d'entreprises privées qui viennent défendre leur business. Ça, c'est glamour. Et plus rentable. On a donc d'un côté des gens connectés qui utilisent un outil, le réseau Internet, pour s'exprimer librement, pour se parler, échanger. Et puis de l'autre, certains politiques ou industriels qui ne comprennent pas d'où vient ce bruit, ce brouhaha, où n'importe qui peut dire n'importe quoi, et qui cherchent à baisser le volume, question de confort. Ceux qui parlent depuis toujours, c'est eux, ceux qui passent à la télé, normalement. Et ça donne une contre-histoire du net. Et elle commencerait comme ça. Vous pensez qu'Internet a été créé par des militaires pour protéger les communications en cas d'attaque nucléaire? Eh ben c'est plus compliqué. La plupart des gens qui l'ont créé étaient des hippies, même s'ils travaillaient pour la DARPA. Une grande partie des gens qui ont créé l'Internet
prenaient du LSD. Donc c'était naturellement un environnement plutôt ouvert d'esprit. Été 67, San Francisco, Summer of Love, hein, c'est le climax de la culture hippie. C'est juste après qu'ils vont tous dans les forêts, hein, les hippies, et c'est vraiment les mêmes qui, quelques années plus tard, vont dire on a un autre lieu, on a un autre territoire pour faire communauté, pour réinstaller ce qu'on n'a pas su faire dans le monde réel, qui est le territoire virtuel. L'informatique, c'est tout comme le LSD qui prenait par ailleurs, c'est la même chose, ça augmente l'esprit. Ça va être un outil qu'on va bricoler, qu'on va fabriquer, dont on va pouvoir agir sur le code soi-même. Et en faisant ça, on élargit son rapport au monde depuis les individus qui vont se connecter un par un. En parallèle, sur la côte est des États-Unis, ce même esprit de bidouille et de bricolage se diffuse. Le MIT, célèbre institut de recherche, se met à embaucher des systèmes hackers, comme Richard Stallman, qui inventera 10 ans plus tard les logiciels libres. Et à l'époque, jusque dans la technique, rien ne verrouille cet esprit d'ouverture. Au début, nous n'avions pas de mot de passe. Il n'y avait aucune sécurité dans notre système informatique. Et la raison est que les hackers qui avaient créé le système quelques années avant que je n'arrive s'étaient rendus compte que n'importe quel système de sécurité aurait permis aux administrateurs de contrôler et de restreindre les hackers. Donc, ils se sont dit, pourquoi leur fournir un outil qu'ils pourront utiliser contre nous? Et c'était très bien comme ça. Tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait. Le système n'essayait pas de contrôler les êtres humains. Plus tard, l'administration a essayé de mettre des mesures de sécurité et a fait pression pour installer des mots de passe. Donc, j'ai écrit un programme informatique pour récupérer puis décrypter les mots de passe des gens. Et puis je leur ai envoyé un message en leur disant « J'ai vu que ton mot de passe était le suivant. Pourquoi ne pas me rejoindre et n'utiliser aucun mot de passe? Tu as juste à appuyer sur la touche « Entrée ». C'est le mot de passe le plus court qui existe. C'est très rapide à écrire et c'est tout aussi sécurisé que le mot de passe que tu utilises actuellement. Et en plus, tu milites contre les mots de passe. » Ce qui nous unit, c'est le partage. C'est la notion de partage. Si une information ne peut pas passer par là, elle passe par là, elle passera par tel ordinateur ou par tel autre, mais elle finira par se rejoindre. C'est comme ça que c'est conçu par les militaires américains, et finalement c'est comme ça que c'est détourné par la suite, à un moment donné par les universitaires américains, puis par des gens comme nous, et puis maintenant par la planète entière. Soudain, les gens ont découvert qu'ils avaient la capacité d'utiliser ce médium pour partager des informations entre eux. Et quand il y a eu suffisamment d'informations sur le réseau, il a fallu des moteurs de recherche pour trouver des choses. Cette combinaison entre le World Wide Web et les moteurs de recherche a permis aux gens de se découvrir les uns les autres, même s'ils ne se connaissaient pas. Qu'est-ce que c'est que le net? C'est ça, c'est un échange de pair à pair, peer-to-peer, de 1 à 1. Ou de 1 à 1000, ou de 1000 à 1. C'est d'inverser complètement les choses telles qu'elles ont été jusqu'ici, avec le clergé, l'Église qui donnait la bonne parole, puis le politique qui donnait la bonne parole, puis l'imprimeur qui donnait la bonne parole. Là-dedans, il y a des choses formidables. Mais on disait juste, changeons ça. Il y a un outil qui permet de changer ça. Essayons. Je m'exprime et potentiellement mon voisin, tout comme le reste du monde, peut me lire. Voilà ce qu'apporte ce réseau pensé sous LSD. Parmi les premiers, les ados s'en emparent vite, très vite. Certains les appellent pirates, d'autres hackers ou corsaires, mais ce sont surtout des curieux. Ils cherchent, testent, bidouillent. Et leur jeune âge n'est pas un hasard, c'est l'endroit rêvé pour échapper à la censure parentale, le lieu des possibles, de l'aventure. Ah, fichue jeunesse! J'ai pensé que ces gosses, ces hackers, étaient un peu consternants. Ils paradaient, ils étaient provocants. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas trop de différence entre eux et ceux qui faisaient du skate. Je me suis dit qu'on pouvait leur prendre leur modem et leur filer un skate, ce serait la même chose.
Mais ensuite, j'ai entendu que l'un d'entre eux était rentré chez lui, avait retrouvé sa sœur de 12 ans, entourée de pas mal de gens des services secrets, qui pointaient leurs armes sur elle, pendant que d'autres vérifiaient tous les trucs électroniques de la maison, y compris son radio-réveil et ses cassettes de Metallica. Et je me suis dit, tiens, peut-être que ces loustiques sont plus dangereux que je ne l'imaginais, si le gouvernement les traite comme ça. Mais le gouvernement agissait comme s'il menaçait notre civilisation. Mais selon moi, ce n'était pas ça du tout. Il me paraissait même sacrément civilisé, d'une manière plutôt avancée. Et rapidement, les différents services de renseignement ont tous cherché à intégrer les compétences de ces bidouilleurs des réseaux. Ça nous est arrivé à 6 h du matin d'arriver à un pavillon situé en province à Tours et de taper à la porte pour dire voilà police, perquisition, d'avoir des parents qui nous ouvraient les yeux ronds en disant mais mon fils mais il n'a jamais quitté sa chambre, il est toujours dans sa chambre, etc. En fait c'était un pirate réputé et il était mineur. Donc ça veut dire qu'on a affaire à une population nouvelle, on est un peu démunis face à ce problème-là et nous ne pouvions pas recruter des gens comme ça pour la maison. Par contre, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas faire le service national des gens, oui, l'intérêt du service national, de gens réputés, etc., et qui pourraient travailler non pas dans l'ombre, mais pour la nation. Donc on a commencé à recruter effectivement des gens, à l'époque on ne disait pas hackers, on disait plutôt pirates, qui nous ont aidés à comprendre. En France, c'est l'époque où débarquent dans les sous-sols de la DST les baleineaux, recrutés par le général Guyot, alias la baleine. Là, j'en avais qu'un la première année, j'en ai eu 2 la deuxième année, puis après c'est monté jusqu'à une dizaine, une quinzaine. Je les recevais tous personnellement avant. Alors j'avais averti les centres de recrutement, des profils que je recherchais. Je recevais les gars et j'ai sélectionné suivant leur sens de l'humour. Plus ils savaient rigoler, plus ils étaient sérieux pour moi. Parce qu'il faut être fou pour faire ces choses. Il faut s'amuser. Tous les ans, on avait de nouveaux baleineaux, et tous les ans, ils pouvaient nous apporter quelque chose de nouveau. Mais c'était des gens, pour la plupart, valables. D'autres, où on se méfiait, parce qu'on les triait sur le volet tout de même. Le KGB, il avait fait la même chose que nous. Comme il n'avait pas beaucoup d'informaticiens chez eux à ce moment-là, ils ont recruté, ils ont détecté des gens, des hackers, et ils leur ont dit, écoutez, au lieu de vous amuser pour rien, moi je vous paye un petit peu plus si vous allez voir tel ou tel système. Les Anglais et les Américains s'en prévaient pas non plus. En 1991, je suis sur un plateau de télévision et je vois un hacker, présenté comme un hacker, qui s'appelle Jean-Bernard Condat. Je représente un groupe né très récemment qui s'appelle le Chaos Computer Club de France. Et je m'aperçois sur le plateau qu'il est en fait de mèche avec les policiers qui sont aussi présents. Je veux savoir, est-ce que je peux rentrer dans le ministère de la Défense irakien? Je veux savoir combien de munitions ils ont en ce moment dans leur stock. Voilà, page 629 de ce charmant. Irak, le réseau est IDAS, IDAS, géré par la société qui s'appelle BTC. Le code d'accès, 0 pour sortir, 4180 code d'accès. Ensuite, vous cherchez dans le paragraphe d'avant, je n'irai pas, le numéro de l'ordinateur central de la société BTC, à qui vous allez demander l'ensemble des ordinateurs gouvernementaux, médicaux ou... Bon, j'arrive à Irak et je peux ensuite décliner. Vous descendez dans l'arborescence, comme dans une architecture, en demandant systématiquement... Mais personne ne s'en aperçoit. Je pense qu'il y a des mots de passe à l'intérieur. Absolument pas, car il n'y a pas de mot de passe qui bloque à l'intérieur. Comme le disait mon cher collègue, il est totalement possible et directement... Philippe Le Gorju, oui, vous êtes devenu collègue de monsieur, c'est bon. Il m'a sorti mon fichier personnel tout à l'heure. D'accord, oui, non, mais il en fait d'autres. Philippe Le Gorju, le collègue en question, était en fait un ancien gendarme, ex-patron du GIGN. Et donc je vais le voir et il m'explique effectivement qu'il travaille avec la police. C'est quelque chose qui a eu un effet un petit peu dévastateur, c'est que ça s'est su évidemment très vite, comme tout se sait très très vite sur Internet, là ça s'est su super vite, et on s'est retrouvé avec une communauté qui a complètement éclaté, qui s'est orientée plutôt vers le logiciel libre plutôt que vers la culture de la bidouille, vers le hacking, et ça a eu un autre effet dévastateur, c'est qu'il n'y a pas de
il n'y a pas de culture du hacking en fait forte, et donc les médias, quand les grands médias, quand ils commencent à causer de hacking, effectivement, on se retourne toujours vers le cliché du pirate et non pas en fait du maker, du doueur, de la personne qui va fabriquer, qui va détourner des objets, et on perd en fait vraiment l'essence du mot. Des agents de la police judiciaire ont perquisitionné les locaux du Chaos Computer Club de Hambourg la nuit dernière. Des membres du club, qu'on appelle des hackers, sont soupçonnés d'avoir pénétré dans le système informatique du Centre européen de recherche nucléaire. Récemment, le club aurait hacké le système informatique de la NASA. La police crée la surprise. Perquisition au Chaos Computer Club de Hambourg. 15 spécialistes de la police de Hambourg, accompagnés de leurs collègues français et de la police judiciaire, ont perquisitionné les locaux du club, ainsi que 3 appartements. En créant le CCCF, les services de renseignement français s'étaient en fait inspirés du premier grand groupe de hackers, le Chaos Computer Club, créé 10 ans plus tôt en Allemagne et qui, malgré les tentatives d'infiltration, a toujours su rester indépendant. Andy Müller-Magoun, l'un des membres historiques de ce club, est bien loin des pirates décrits par les médias. L'éthique des hackers a toujours joué un grand rôle pour le Chaos Computer Club. À commencer par l'idée que l'ordinateur est un outil pour résoudre collectivement des problèmes. Donc l'idée est de garantir l'accès à l'information pour tous et qu'il y ait moins de concentration du pouvoir. C'est ce qu'Internet nous permet en nous donnant les moyens de communiquer librement sans limite ni contrainte avec le monde entier. Bien sûr, derrière cela, il y a un but pacifique, car des personnes qui discutent ne se tirent pas dessus. Le hacking, c'est la démarche scientifique. On observe quelque chose qu'on ne comprend pas, et on se demande, comment, pourquoi, et on va chercher à comprendre. C'est ça le hacking. C'est les hackers qui ont construit les premiers ordinateurs, les premiers langages de programmation. C'est les hackers qui ont construit Internet et qui le construisent tous les jours. La morale du hacker, ça veut dire en quelque sorte que vous pouvez contourner les problèmes. Donc on essaye toujours de contourner les problèmes plutôt que de les affronter. Mais il y a des menaces contre l'Internet auxquelles nous devons faire face. Il y a des États tyranniques qui essaient de contrôler l'Internet. Il y a de bons gouvernements qui se comportent mal sur Internet en essayant de filtrer tous nos contenus, en essayant de nous surveiller ou de contrôler le net de différentes manières. On ne peut pas simplement contourner cela, parce qu'on pense parfois faire quelque chose de juste et de libre sur le net, mais on finit en prison. C'est un fait que quasiment tout ce qui circule sur Internet est enregistré par la NSA. Et je connais bien la NSA, de l'intérieur. Et je peux vous dire que leur despotisme est amoindri par leur incompétence. Ils peuvent enregistrer tout Internet, mais ils n'ont aucune idée de quoi faire de ces données. Et plus ils en ont, plus ils sont confus. Better look through the telescope, Pedro. We'll find out what they're doing. This is Santa's Magic Observatory. What wonderful instruments. The Earscope, the Teletalker that knows everything, the Cosmic Telescope, the Master Eye. Nothing that happens on Earth is unknown to Santa Claus. Qui va donc chercher une réponse à cette surveillance massive du réseau qui pointe à l'horizon? Les mêmes ados, les bidouilleurs, les hackers. Depuis le début, ils construisent le réseau en fonction de leurs envies ou besoins. Il y a un nouveau besoin, préserver nos échanges, donc arrive un nouvel outil. En 1984, j'étais très actif dans les mouvements pacifistes. Je développais aussi des logiciels qui permettaient d'aider certains mouvements pour la paix et la justice, comme le comité de solidarité avec le peuple du Salvador. J'avais remarqué que leur bureau avait été cambriolé par le FBI qui avait pris la liste de leurs membres et donateurs. Ça m'a semblé évident que ce genre d'organisation puisse chiffrer leurs documents afin de les protéger en cas de cambriolage par le gouvernement. Donc, j'ai voulu créer un logiciel qui pourrait chiffrer des fichiers en utilisant un système de cryptographie à clé publique, ce qui a donné naissance à PGP.
On a commencé à voir arriver un tas de choses qui accentuaient la pression en termes de surveillance, et c'est ce qui m'a motivé pour que PGP soit libre et gratuit. Et c'est ainsi que le code source s'est répandu dans le monde entier. Ah, satanée manie du partage. Sauf qu'à l'époque, la cryptographie, considérée comme une arme de guerre, était exclusivement utilisée par les militaires et interdite à l'exportation. Autant dire que les autorités américaines, à commencer par les grandes oreilles de la NSA, l'agence qui écoute les communications, n'ont guère apprécié. J'ai vu un fichier qui contenait la première version du programme, son manuel et son code source. Je l'ai téléchargé et j'ai tout lu. Et la nuit même, je lui écrivais un message où je lui disais « Félicitations, vous avez fait quelque chose de formidable. Vous allez changer le monde. Vous allez aussi vous mettre dans un sacré pétrin. Quand les problèmes arriveront, je pourrai vous aider. Voilà qui je suis, voilà ce que je fais, et vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. » C'était 10 jours avant qu'un officier fédéral ne vienne frapper à sa porte, à Boulder, dans le Colorado. 3 ans plus tard, ils ont laissé tomber l'affaire. Il y a eu beaucoup de réactions très vives contre cette enquête criminelle. Toute l'industrie informatique était de mon côté, et c'est l'industrie la plus puissante aux États-Unis. Avec du recul, la vraie réponse, c'est que le e-commerce avait besoin du chiffrement fort. Et donc, ils nous ont laissé faire, parce que ça a permis aux banques de faire de l'argent. Si nous pouvons chiffrer nos données, ce n'est pas parce que les gouvernements ont capitulé face à M. Zimmerman, mais c'est parce que les gouvernements ont capitulé face à des banques comme Citibank, Deutsche Bank et la Société Générale. Il est assez choquant d'entendre dire que la cryptographie devrait être hors la loi. Car si on nous interdit de protéger nos données, les criminels, eux, pourront toujours le faire. Ils peuvent embaucher toute la mafia russe pour le faire. Donc si la protection de la vie privée est hors la loi, ça veut dire que seuls les hors-la-loi ont droit à une vie privée. L'idée d'origine, c'est pourtant juste le respect de la vie privée. Internet en soi, c'est autant la communication totale que la surveillance globale. Donc permettre d'échanger sans risquer d'être surveillé, ce n'est pas un crime. Ça pourrait même être plutôt utile et sain. Et on va nous dire après que ceux qui font vivre le réseau